super. Il est encore plus grand. Waouh. Hop. Et de 4. Nous voilà avec un récipient rempli de têtards. Et oui, aujourd'hui, ces petites bêtes vont nous fournir des informations concernant... La production des gamètes de l'homme, les spermatozoïdes. Exactement. Car les scientifiques ont découvert que dans les pays occidentaux industrialisés, les hommes produisent bien moins de spermatozoïdes qu'il y a 50 ans. Tout à l'heure, nous nous rendrons dans une banque du sperme pour savoir comment on calcule la quantité de spermatozoïdes. J'en ai 6 qui bougent très vite et 15 qui sont quasi immobiles. Pas terrible. Pourquoi cette baisse du nombre de spermatozoïdes? Les scientifiques font tout pour tenter de comprendre. Pour concevoir un enfant, une certaine quantité de sperme de bonne qualité est nécessaire. Mais les études le prouvent, les Occidentaux produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Au cours des 50 dernières années, une baisse de 60% a pu être observée. Ce recul de la fertilité inquiète les scientifiques. Ils cherchent la cause de ce déclin et veulent comprendre pourquoi la population des pays industrialisés est la première touchée. Depuis 40 ans, des chercheurs de Copenhague s'intéressent à un suspect en particulier. L'équipe de la biologiste moléculaire Anna Maria Anderson étudie les troubles hormonaux. Nous avons remarqué que certains troubles hormonaux se multiplient chez nos patients. Et la baisse de la fécondité masculine en fait partie. Nous savons que des spermatozoïdes peu nombreux et de mauvaise qualité constituent un facteur de risque pour le cancer du testicule. Nous savons aussi qu'avant même que les patients développent un cancer du testicule, ils produisent souvent moins de spermatozoïdes de bonne qualité. Les scientifiques ont identifié deux phénomènes. D'une part, le nombre et la qualité des spermatozoïdes chutent. De l'autre, de plus en plus d'hommes sont atteints du cancer du testicule. Ils soupçonnent ces deux phénomènes d'avoir la même origine. Nous avons observé une augmentation du nombre de cancers du testicule dans de nombreux pays. Et nous ne nous l'expliquons pas. Il s'agit d'un cancer lié aux hormones, ce qui soulève des questions concernant les origines de cette maladie. Les chiffres grimpent beaucoup trop vite pour que cette tendance puisse s'expliquer par des facteurs génétiques. Cette hausse ne peut donc être liée qu'à des changements dans l'environnement ou dans le mode de vie. Premier suspect, les perturbateurs endocriniens. Ils sont partout, notamment dans les emballages plastiques. Certains sont très proches des estrogènes, les hormones sexuelles femelles. Ces substances s'infiltrent dans notre corps via la nourriture et par le contact avec la peau. Depuis longtemps déjà, les scientifiques craignent des effets possibles sur notre santé. Les soupçons d'Anna Maria Anderson reposent sur des processus qui interviennent en début de grossesse. Les testicules se développent aux alentours de la 7e semaine. Si la mère absorbe trop de substances chimiques proches des estrogènes, des conséquences sont possibles. Au cours de cette phase cruciale, les hormones mâles assurent la maturation des cellules souches à l'intérieur des testicules du fœtus. Mais les estrogènes peuvent entraver ce processus. Certaines cellules souches ne se développent pas et ne seront donc jamais en mesure de produire des spermatozoïdes. Anna Maria Anderson et son collègue Niels-Erik Skekkebeek ont examiné des centaines d'échantillons de tissus d'hommes stériles. Les résultats confirment leur théorie. À gauche, on a le tissu testiculaire d'un homme stérile. Les cellules dont il est question sont colorées en rouge. Elles se trouvent à l'intérieur de ces deux tubes séminifères. En principe, on devrait y déceler des cellules normales capables de produire des spermatozoïdes. Mais là, il ne s'agit que de cellules fœtales. Des cellules qui ne sont donc jamais arrivées à maturité. Elles ne se sont pas développées normalement dans le ventre maternel. Difficile pour autant de prouver que les perturbateurs endocriniens sont en cause. Nous travaillons avec des humains, mais nous ne pouvons pas mener d'expériences sur eux. Il est donc très difficile de contrôler l'absorption de produits chimiques. Il est quasiment impossible de prouver que des produits chimiques en particulier, par exemple des phtalates, peuvent rendre un homme stérile. Pour cela, il faudrait savoir à quelle substance il a été exposé, notamment au stade fœtal, soit 20 ou 30 ans avant que sa stérilité n'ait pu être diagnostiquée. Chez l'humain, il n'est donc pas si simple de prouver les effets des perturbateurs endocriniens. Chez les animaux, en revanche, des preuves ont d'ores et déjà pu être établies.
Pour en savoir plus, nous nous rendons à l'Institut Leibniz d'écologie aquatique de Berlin. Des scientifiques y étudient l'impact des perturbateurs endocriniens sur les têtards et les grenouilles. Qu'est-ce que tu vois, docteur? Contrairement aux humains, les conditions de vie de ces animaux peuvent être contrôlées de manière très précise. Et les effets sont visibles rapidement. Professeur Kloas, vos collègues de Copenhague s'intéressent à l'influence des perturbateurs endocriniens sur les êtres humains. Vous pratiquez vos recherches sur des têtards. C'est vrai qu'ils ressemblent à des spermatozoïdes, mais ils ne leur sont en rien apparentés. Pourquoi sont-ils de bons candidats pour ces études? Les têtards ont la particularité de réagir très fortement à leur environnement hormonal. Ils sont extrêmement sensibles à l'apport de perturbateurs endocriniens. Si je comprends bien, les têtards sont très affectés par la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau. De quelle façon? À quoi cela se voit-il? Normalement, la moitié des têtards développent plus tard des testicules, comme ici à gauche, tandis qu'à droite, ce sont des ovaires. Avec un apport conséquent en estrogène, ils deviennent tous comme à droite. Cela veut dire qu'il n'y aura que des grenouilles femelles et pas de mâles. Impressionnant. Dans une eau riche en perturbateurs endocriniens, tous les têtards deviennent des femelles. Ici, à l'Institut, on s'intéresse également aux grenouilles adultes. Certaines évoluent aussi dans des bassins contaminés. La grosse grenouille claire est un mâle. Si on lui administre des estrogènes pendant 4 semaines à l'intérieur de ses testicules, qui normalement ne produisent que des spermatozoïdes, elle développera aussi des ovules. Nous sommes donc pour ainsi dire en présence d'une féminisation de l'organisme. D'accord. Nous avons pu observer ce phénomène dans le Lambro, un affluent du Pô en Italie. Nous avons prélevé et analysé des échantillons d'eau de cette rivière. Nous y avons plongé des grenouilles mâles pendant 4 semaines et nous avons constaté qu'elles ont effectivement développé des ovules dans leurs testicules, tandis que la production de spermatozoïdes chutait significativement comparée aux grenouilles du groupe témoin. Elles sont vouées à disparaître alors? S'il ne reste que des individus femelles dans une population et plus du tout de mâles, la reproduction n'est en effet plus possible. Les résultats de ces analyses sont pour le moins alarmants. Bien sûr, on ne peut pas les transposer aussi simplement à l'être humain, mais cela montre bien ce dont ces produits chimiques sont capables. Professeur Kloas, pour vous, ce n'est pas très difficile d'attraper des têtards. Ils sont bien visibles dans l'eau. Les spermatozoïdes, eux, sont jusqu'à 10 000 fois plus petits. Il a donc fallu plus de temps aux scientifiques pour découvrir leur existence. On ne peut qu'imaginer ce que les chercheurs ont vu lorsqu'ils ont tenté d'obtenir une image nette. Sous la lentille du microscope, des spermatozoïdes. Delft, aux Pays-Bas, en 1677. Ce n'est pas un jour comme les autres dans la vie du savant néerlandais Antony van Leeuwenhoek. Comment l'échantillon a-t-il été prélevé? Cela, l'histoire ne le dit pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Leeuwenhoek et son disciple observent du sperme humain sous le microscope. Et, surprise, quelque chose remue à l'intérieur. Comme de petits animaux. Leurs contemporains vont encore plus loin et y voient même un petit être humain. À l'époque, beaucoup croient qu'un individu est achevé dès l'instant de sa conception. Et ils pensent l'avoir trouvé dans les spermatozoïdes. En revanche, d'autres chercheurs sont convaincus que toute vie est issue d'un œuf. Une expérience menée en 1760 démontre que les spermatozoïdes jouent bien un rôle. Aucun bébé ne sort des œufs si les grenouilles mâles portent des pantalons. Sans spermatozoïdes, pas de progéniture. Au cours du siècle suivant, il devient clair que les deux sont nécessaires. Pour qu'une nouvelle vie soit créée, un spermatozoïde doit s'unir à un ovule. Mais une nouvelle question taraude les chercheurs. Pourquoi y a-t-il autant de spermatozoïdes? Chez les chimpanzés, on observe des bouchons de sperme qui obstruent le vagin après l'accouplement. Chez l'humain, pas besoin de ce genre de barrière pour contrer la concurrence.
sans doute parce que la plupart optent pour la monogamie. Depuis un siècle environ, on pense que la quantité de spermatozoïdes est liée à la diversité. Plus ils sont nombreux et plus il y a de variantes génétiques possibles. Aujourd'hui, toute la question est de savoir ce qui fait un bon spermatozoïde. Car à l'ère de la fécondation in vitro, des médecins doivent chaque jour choisir parmi des millions de spermatozoïdes. Lequel sera le plus performant? Les critères sont subjectifs, car même en augmentant la résolution par 1000, difficile d'obtenir une image parfaitement nette. Nous nous rendons à présent à la Banque du sperme de Berlin. Ici, les gens peuvent acheter du sperme pour avoir un enfant. On va nous expliquer tout ce qui fait un bon spermatozoïde. C'est en effet le travail de Anne-Catherine Ozenfeld, la responsable de ce laboratoire. Elle va nous montrer comment on mesure la qualité du sperme. C'est donc ici que ça se passe. C'est ça. On va voir ça de plus près. Des millions de spermatozoïdes sont analysés grâce à ce microscope. Un échantillon nous attend déjà. D'abord, on observe l'échantillon sans l'ouvrir. On peut l'incliner et constater que la couleur du sperme est normale. On peut maintenant l'ouvrir et le renifler. Un sperme sain doit sentir un peu comme la fleur de châtaignier. C'est joliment dit. En tout cas, il n'a pas d'odeur inhabituelle. Non, rien d'inhabituel. Je pense que n'importe qui peut se rendre compte s'il y a un problème. Il y a des odeurs qui provoquent un certain dégoût. On ne peut pas le dire autrement. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une pathologie. Ah d'accord. La première étape consiste à déterminer la concentration. Pour cela, on prélève un petit échantillon et on le place au milieu de cette cellule de numération. Allez-y, déposez le tout si c'est possible. Oui, ce n'est qu'une toute petite goutte. Absolument. Et lorsqu'on regarde dedans, on peut distinguer les spermatozoïdes, avec un peu de chance. J'en vois plein. Oui. Maintenant, on va déterminer la concentration en se basant sur la grille. Il faut effectuer un recensement dans 10 cases. Vous allez devoir compter le nombre de spermatozoïdes dans ces 10 cases. On les calcule en millions par millilitre. D'accord, je les compte tous, peu importe s'ils bougent beaucoup ou pas. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est trop drôle. Je viens d'en voir passer un tranquillement d'une case à l'autre. Mais chez moi, il y en a plein qui sont immobiles. Ici, j'en compte 28. La plupart ne bougent pas, ou pas beaucoup. Il est possible qu'ils soient morts, ou qu'ils ne puissent pas bouger parce qu'ils ont un défaut. C'est important de faire la différence, parce que s'ils sont morts, ils ne peuvent pas féconder l'ovule. Lorsqu'on a un couple avec des spermatozoïdes qui sont presque tous immobiles, on peut tout de même tenter une fécondation artificielle. Mais il faut d'abord savoir combien de spermatozoïdes sont vivants ou morts. La deuxième étape consiste à déterminer la qualité des spermatozoïdes. On regarde si la tête est correctement formée et si le flagelle est normal par rapport à la tête. Seuls les spermatozoïdes parfaitement formés peuvent arriver à bon port? Nous partons du principe que ceux qui ont un aspect normal sont capables de féconder un ovule. Est-ce qu'au cours des dernières années, vous avez noté un recul de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes? Absolument. Nous avons remarqué que ces dernières années, la concentration de spermatozoïdes a baissé, ainsi que leur mobilité. Leur apparence est également moins bonne. Par exemple, si on décongelait un échantillon d'il y a 10 ans, on remarquerait que la morphologie des spermatozoïdes est bien meilleure qu'aujourd'hui. Et si un homme a des spermatozoïdes de mauvaise qualité, cela veut-il dire qu'il est stérile? Non, pas du tout. Tant qu'il produit des spermatozoïdes, il y a moyen de concevoir. Mais plus les spermatozoïdes sont rares et se déplacent lentement, plus il est probable qu'il faille envisager une fécondation in vitro. D'ailleurs, même un sperme d'excellente qualité ne fait pas tout. Encore faut-il que les spermatozoïdes arrivent à parcourir le long chemin qui les sépare de l'ovule. Un spermatozoïde parmi des millions. Parviendra-t-il jusqu'à l'ovule pour le féconder? Réponse au cours des prochaines heures. La course commence. Pour ce spermatozoïde de 0,05 mm, le parcours jusqu'à l'ovule équivaut à un marathon. Seuls quelques centaines de ses compagnons le termineront. Pour beaucoup d'autres, la route s'arrête dès le vagin.
Dans ce milieu acide, les cellules immunitaires de la femme détruisent bactéries, champignons et sans doute involontairement certains spermatozoïdes. Le sperme est visqueux et épais. À l'intérieur, le spermatozoïde ne peut pas encore bouger. Alors que le spermatozoïde lutte pour sa survie, de son côté, l'ovule descend tranquillement la trompe de Fallope pour aller à sa rencontre. Prochain obstacle, des filets composés de cellules immunitaires. Mais parfois, le corps de la femme offre un petit coup de pouce. Lors de l'orgasme, vagin, utérus et col de l'utérus se contractent en rythme et aspirent les spermatozoïdes vers l'utérus. Progressivement, le sperme se liquéfie. Il est riche en sucres qui fournissent de l'énergie. Une nouvelle phase commence ici, à l'intérieur de la cavité utérine. Le spermatozoïde peut désormais se propulser de lui-même en direction de l'ovule. Son flagelle tourne comme une hélice. Quant à sa tête légèrement aplatie, elle effectue des mouvements de bascule réguliers. Il s'oriente vers la paroi utérine. Mais il est doublé par les nageurs en tandem. Au fond de la cavité utérine, une question se pose. Faut-il aller à droite ou à gauche? Comment reconnaître la bonne trompe? On ne le sait pas. Dans le cas présent, c'est à droite qu'il faut aller. Le long de la trompe de Fallope, des petits poils permettent à l'ovule d'avancer. Il se forme un flux qui va à l'encontre des spermatozoïdes. Il nage désormais à contre-courant. Beaucoup d'autres spermatozoïdes se perdent dans les recoins de la trompe de Fallope. Peu avant la ligne d'arrivée, l'ovule donne un ultime coup de pouce pour indiquer le chemin. Il libère de la prostaglandine. Le spermatozoïde n'a qu'à suivre cette piste chimique. L'ovule est désormais en vue. Sa membrane est entourée d'une couche de molécules de sucre à laquelle s'arriment les spermatozoïdes. C'est le hasard qui détermine quel spermatozoïde s'introduit le premier dans l'ovule. Au même moment, le vainqueur perd son flagelle et la membrane de l'ovule durcit. Pour tous les autres, il est désormais trop tard. Dans cette pièce, d'innombrables spermatozoïdes attendent d'entrer en action, congelés dans des petits tubes de plastique. Attention, c'est de l'azote très froid à moins 196 degrés. Cela nous permet de conserver les échantillons indéfiniment. Dans cette banque de sperme, nous stockons environ 20 000 échantillons. Ils se trouvent à l'intérieur de ces tubes. Donc ça, c'est l'échantillon d'un donneur. C'est ça. Et il est réparti en de petites unités que l'on peut décongeler individuellement. Combien vous en avez ici? En ce moment, dans les 21 000. Quand même! Ça fait beaucoup de Berlinois potentiels. En théorie, oui. Seulement, une grossesse n'est pas forcément immédiate, comme beaucoup de gens le pensent. Même en cas de fécondation in vitro avec le sperme d'un donneur, ça ne marche pas forcément du premier coup. En tout cas, nous stockons ici 21 000 échantillons qui contiennent chacun plusieurs millions de spermatozoïdes. La demande a-t-elle augmenté dernièrement? Absolument. La demande augmente en permanence, notamment parce que depuis l'année dernière, nous prenons en charge des femmes célibataires. Elles représentent une grande partie de notre clientèle. Dans le même temps, l'offre baisse, donc les échantillons de sperme ont de plus en plus de valeur. Et les couples de même sexe peuvent aussi se fournir chez vous? Oui, nous prenons en charge les couples hétérosexuels, lesbiens et les femmes célibataires. Vos donneurs sont-ils des habitués? Oui, chaque donneur vient en général 1 à 2 fois par semaine pendant 1 à 2 années. Il peut arriver que la qualité des échantillons varie. Lorsqu'ils passent en phase de test, la qualité peut même baisser au point qu'on ne puisse pas congeler l'échantillon. Parce que le stress joue aussi un rôle important. Absolument. Le stress, le manque de sommeil, un mode de vie déséquilibré, tout cela influe sur la qualité des spermatozoïdes. Il existe aussi une alternative à la banque du sperme, les donneurs privés. On prend un pot, on l'ouvre et on place son sperme à l'intérieur. Autrement, on peut utiliser une seringue, mais c'est un peu plus compliqué pour le donneur de la remplir. On va dans une chambre d'hôtel, par exemple,
On fait le nécessaire, on quitte la pièce en montrant où se trouve le pot, et ce sont les dames qui se chargent de la suite. Nous avons pris rendez-vous par Internet, le meilleur moyen de trouver un donneur de sperme privé. Voici Fiete, célibataire, blond, père biologique de 11 enfants. Nous le retrouvons à la gare, à l'endroit où il a l'habitude de rencontrer les couples qui l'ont contacté. Il y a une vraie demande. Je pense même qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. J'entends souvent des femmes dire qu'elles sont contentes d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui est capable d'aligner 2 phrases d'affilée et qui n'est pas totalement idiot. J'ai l'impression qu'on manque de donneurs corrects. En tout cas, si on en croit ce que disent les femmes. Fiete nous montre sa façon de procéder. Le plus souvent, tout commence par une petite promenade pour faire connaissance. Les intéressés, le plus souvent des couples lesbiens, décident alors s'il correspond à leurs attentes. Fiete doit avant toute chose prouver qu'il est en bonne santé. C'est simple en fait. Je vais chez le médecin et je me fais dépister pour toutes les maladies communes qu'on peut attraper. Le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Pour les donneurs d'une banque de sperme, les tests médicaux vont encore plus loin. Maladies génétiques, allergies, malformations cardiaques ou rhumatisme sont automatiquement exclus. Le donneur est également protégé par la loi. Il n'est pas tenu de verser de pension alimentaire et ses enfants biologiques ne peuvent pas prétendre à un héritage. En revanche, cette protection n'existe pas pour les donneurs privés. Mon assurance, c'est ma connaissance de l'humain. C'est pour ça que je rencontre les gens, pour essayer de les jauger. Si j'ai un mauvais feeling, si je sens que ça peut mal tourner, je laisse tomber. Et puis il y a un contrat. Mais s'il y a des problèmes, il n'a pas vraiment de valeur légale. Donc juridiquement, c'est compliqué. Malgré le peu de garanties, Fiete choisit de faire confiance au couple receveur. Le contact humain joue un rôle important. Fiete rencontre d'ailleurs aussi certains enfants nés de ces dons, car pour eux, la question de leurs origines biologiques finit forcément par se poser. Je pense que c'est important pour les enfants de savoir d'où ils viennent et qui est leur père. Quand on est en contact avec eux, cette question ne se pose pas. Ça, c'est la fille d'un couple de lesbiennes. Elle a presque 1 an. Je l'ai déjà rencontrée. Je l'ai même prise dans mes bras. Ça me touche, c'est clair. Ça m'arrive souvent d'être submergé par l'émotion. Ce n'est pas toujours simple, en fin de compte. Dans les banques du sperme, les contacts entre donneurs et enfants nés de dons sont strictement réglementés. En France, la loi veut que les donneurs de sperme restent anonymes. En Allemagne, les enfants nés de dons ont le droit de connaître l'identité de leur père biologique dès l'âge de 16 ans. Cette règle existe depuis juillet 2018. Lorsque donneurs et receveurs ont établi le cadre de leur partenariat, il est temps de procéder au don. Dans les banques du sperme, la quantité et la qualité des spermatozoïdes sont testées. Seuls 8% des candidats passent cette étape. Fiete s'est lui aussi soumis à ce type d'examen. J'ai déjà fait un spermogramme. En fait, j'en ai même fait 2, dans 2 cliniques différentes. Je suis un tout petit peu en dessous de la moyenne. Le nombre de spermatozoïdes est parfait, mais il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ne bougent pas, ceux qui sont lents, et les rapides. Je n'ai pas de rapide. 40% de lents et 60% d'immobiles, si je me souviens bien. Il faudrait que je vérifie, mais c'était dans ces eaux-là. Même si le spermogramme de Fiete aurait été refusé par une banque du sperme, il n'en a pas moins engendré 11 enfants biologiques. Et chez la plupart des femmes, 2 à 3 essais ont suffi. Lui aussi en tire une certaine satisfaction. Quand on se retrouve face à ces femmes, le plus souvent des couples, et qu'on voit l'étincelle dans leur regard, elles sont tellement heureuses, ça fait vraiment plaisir.
Même quand les spermatozoïdes ne sont pas de qualité optimale, cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'avoir un enfant. Donc, pas de panique. Malheureusement, on ne peut pas nier que la qualité et la quantité des spermatozoïdes connaissent une baisse significative en Occident. C'est certainement dû à notre vie moderne, mais paradoxalement, le progrès peut aussi nous venir en aide. En tout cas, les scientifiques y travaillent d'arrache-pied. Et si vous connaissez actuellement des difficultés à concevoir, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de gens vivent la même chose. Alors, surtout, ne baissez pas les bras. C'est clair. À très bientôt. À la prochaine. Restez curieux d'ici là.